c'est l'heure de l'Africa Newsroom. Merci si vous nous rejoignez. Au sommaire de l'actualité ce soir, en Afrique du Sud, l'ANC conserve la majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais son déclin continue. Le parti historique a obtenu son plus bas score depuis 1994. Le président Cyril Ramaphosa est néanmoins assuré d'être reconduit. Toujours aucune communication du pouvoir béninois sur le bilan officiel des victimes des violences post-électorales des 1er et 2 mai, des violences survenues aux alentours du domicile de l'ex-président Thomas Boni-Yayi qui lui parle de 9 morts. Le Tchad dans l'attente des élections législatives. Le vote était prévu ce mois de mai. Les autorités évoquent à présent des élections législatives qui devraient avoir lieu d'ici la fin de l'année pour ce scrutin repoussé à plusieurs reprises depuis 2015. Et pour en parler avec moi ce soir, Louis Kemayou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste et président du Club de l'information africaine. Sur ce plateau également précieux, Rodrigue Vossanoudé, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste avec vous. On va pouvoir revenir très longuement sur l'actualité au Bénin. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Après le dépouillement des bulletins de près de 23 000 bureaux de vote, l'ANC remporte largement les élections législatives face à l'Alliance démocratique et les combattants pour la liberté économique, le parti de Julius Malema. L'ANC, crédité de 57,5% des voix à l'Assemblée nationale, rafle donc la majorité des sièges, une large victoire, mais qui signe en revanche le plus mauvais résultat jamais enregistré par le parti historique. Solène Duplessis. Le parti au pouvoir, le Congrès national africain, remporte les élections législatives et provinciales du 8 mai avec 57,5% des suffrages, selon la commission électorale sud-africaine. L'ANC conserve ainsi la majorité au Parlement, une victoire nette mais décevante pour la formation. En effet, c'est la première fois depuis la fin de l'apartheid que le parti au pouvoir passe sous les 60% des suffrages. Afin de regagner le soutien de la population, le président Cyril Ramaphosa a promis notamment d'améliorer les services publics, de créer des emplois et d'accélérer les réformes agraires. Je veux juste que nous travaillions et appliquons nos politiques et faisons ce qui est juste pour notre peuple. En effet, l'ANC, au pouvoir depuis 25 ans, présente un bilan médiocre. Avec un taux de chômage qui s'élève à près de 27%, la corruption qui a gagné le plus haut sommet de l'État et les inégalités sociales qui persistent depuis la fin de l'apartheid, des échecs sanctionnés par l'opposition tout au long de la campagne électorale. Une opposition se renforce d'ailleurs au sein du Parlement, avec 84 sièges pour l'Alliance démocratique et 44 pour le Parti des combattants pour la liberté économique de Julius Malema. La population, de son côté, attend des changements. Nous vivons dans la pauvreté, nous n'avons pas d'emploi. J'espère donc qu'ils nous en donneront. Arrêtons la corruption qui est la principale préoccupation de l'Afrique du Sud. Nous espérons qu'un changement va s'opérer et que le parti a écouté la population qui demande de l'emploi. Les 400 députés élus devront ensuite choisir le nouveau président de la République qui sera investi le 25 mai prochain. Avec un total de 230 sièges, l'ANC conserve la majorité absolue et ouvre la voie au maintien au pouvoir du président Cyril Ramaphosa. Mais dans une conjoncture économique particulièrement difficile, sa tâche s'annonce ardue. Victoire très nette de l'ANC, 57,5% des voix, c'est 230 sur les 400 sièges à l'Assemblée nationale. Alors il s'agit effectivement d'une large victoire du parti historique, mais si on regarde les résultats de 2014 par exemple, l'ANC avait obtenu 62,1% des voix à l'Assemblée nationale. Alors, effectivement, une victoire, mais on voit que effectivement l'ANC continue de perdre une partie de son électorat, Louis Kemayou. Oui, mais l'ANC limite quand même la casse, parce que ce qui s'est passé, c'est que entre la politique du Black Empowerment, qui a permis à une grande partie de l'élite noire d'avoir une place dans les conseils d'administration et d'avoir un pouvoir d'achat plus élevé qu'elle ne l'avait au cours de l'apartheid, et la fin de mandat de Jacob Zuma, il s'est passé beaucoup de choses qui n'ont pas toutes été brillantes, notamment la corruption des élites au sein de l'ANC, qui a fait que ce parti a perdu en crédit. Non seulement l'élément
l'élément qui faisait le socle de son combat, c'est-à-dire la lutte contre l'apartheid, s'est effacé en 25 ans, mais il y a aujourd'hui une réalité, l'usure du pouvoir qui a fait que l'ANC n'a pas su forcément se renouveler et s'est même divisé au fil du temps, avec notamment le départ de Julius Malema, qui s'affirme aujourd'hui comme l'un des candidats les plus probable à la succession de l'ANC, puisque les thèmes sur lesquels il surfe, comme le pouvoir économique, la réforme agraire, les libertés économiques, derrière lesquels court encore une grande majorité de Sud-Africains qui ne sont plus seulement noirs, mais pauvres simplement au sein de ce pays, qui devient également xénophobe, puisque les voisins, notamment les Zimbabwéens, les Congolais, se sentent de moins en moins chez eux en Afrique du Sud. Il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui sur lesquels l'ANC ne trouve pas encore de réponse, et tous ces partis qui poussent après lui vont probablement le ringardiser s'il ne se réforme pas profondément. Donc une ANC attendue sur le front social, mais qui finalement n'a pas su répondre aux revendications. Et pour le coup, une partie de son électorat a basculé dans la gauche radicale, incarnée effectivement par Julius Malema. Justement, et puis parlant de ça, il faut d'abord évoquer les raisons qui ont poussé l'ANC aujourd'hui à se retrouver avec ce pourcentage. Et les raisons sont multiples et multiformes parce que d'abord, il faut partir des élections, de l'idéologie du parti de l'ANC qui est de lutter contre l'apartheid. Vous l'avez si bien évoqué tout à l'heure. Mais d'élection en élection, c'est que la population étant habituée, la lutte était uniforme. Et puis au départ, autant de Nelson Mandela, mais aujourd'hui, d'élection en élection, c'est que le parti a eu à montrer de quoi il est capable et puis est devenu un peu impopulaire, assorti j'allais dire, de la corruption, de la gouvernance économique et sociale qui a touché un peu, qui ne satisfait pas le peuple. Tout cela a fait que aujourd'hui, l'ANC n'a plus eu la majorité. C'est vrai, il y a eu de démissions de grands hommes du parti, tel que vous l'avez si bien dit, Julius Malema plutôt, qui est parti. L'autre chose qu'il faut aussi évoquer, c'est l'impréparation des dirigeants du parti à gérer le bien public. Parce que nous avons vu, à part Nelson Mandela, qui a dirigé... C'est dur comme critique parce que on ne peut pas parler d'impréparation. C'est l'impréparation. Historiquement, l'ANC est quand même l'un des partis africains post-indépendance qui ont une vraie histoire en termes de lutte et donc qui ont des cadres formés pour cela. Il y avait une école idéologique à l'ANC, il y a un courant de cadres qui sont prêts. La preuve, ils gouvernent depuis un certain nombre d'années, mais simplement le logiciel de gouvernement de l'ANC n'a pas beaucoup changé. Le parti était basé sur quelque chose de très racialisé. L'Afrique du Sud, post-apartheid depuis 25 ans, n'est plus aussi racialisée que cela. Et donc, il fallait ajuster la ligne éditoriale, la ligne idéologique du parti sur cette nouvelle réalité. C'est là-dessus que l'ANC est probablement en retard en termes de positionnement sur le terrain idéologique. Non, mais ce que je tenais à vous dire, une chose est que les dirigeants de ce parti soient formés à gérer, mais l'autre chose, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Une fois que ces dirigeants prennent le pouvoir, on voit comment ça se passe. Nous avons vu le cas de Thabo Mbeki passant par, comment il s'appelle, l'ex-président, passez-moi son nom s'il vous plaît, Jacob Zuma, qui est accusé, dont le gouvernement est accusé de corruption, de tous les mots possibles, et il a dû être évincé par l'actuel Cyril Ramaphosa qui est là. Donc nous voyons quand même que c'est vrai, aujourd'hui dans l'administration publique, politique, tout cela c'est embrigadé, c'est géré par les Noirs, mais nous avons toujours le pouvoir économique qui est toujours dans les mains des Blancs, ce qui fait que, en fait, quand on donne une passerelle de pouvoir à cette couche de Noirs au pouvoir, il gère mal. Et donc, c'est bien évidemment ce qui se passe. Sinon, comment vous justifiez l'évincement de Jacob Zuma? Prenez Thabo Mbeki, sa politique du Black Empowerment. Est-ce qu'on l'a accusé d'avoir fait de la corruption ou d'avoir fait du favoritisme pendant qu'il l'a pratiqué? Non. Il y a une personne qui s'est mal comportée et le parti lui-même l'a sanctionné en le faisant partir. C'est Jacob Zuma.
Il y a eu des espoirs qui avaient été placés en lui. Il a déçu. Ça peut arriver dans n'importe quel parti politique, que ce soit en Afrique du Sud, au Cameroun, en France ou n'importe où ailleurs. Quand un homme politique n'est pas à la hauteur, soit il est sanctionné par les électeurs, soit il est sanctionné par sa famille politique. Et au sein de l'ANC, on ne peut pas dire que Jacob Zuma a eu un blanc-seing. Les faveurs qu'il a accordées, notamment à son ex-femme, qui a pu devenir président de la Commission de l'Union africaine, tout cela a été sanctionné par le parti. Il a été démis de ses fonctions. Mais vous n'allez quand même pas me dire que Jacob Zuma n'a pas été préparé à gérer le pouvoir. Et donc, c'est ça qui a fait qu'il a quand même... non, il a été préparé. Il a été préparé, mais sur le terrain, c'est que dans les faits, Jacob Zuma a été confronté à des... La dérive de Jacob Zuma ne peut pas être celle de tout un parti qu'est l'ANC. C'est la dérive personnelle de l'homme. C'est ce dont on n'a fait cas. Il y a d'autres formes de corruption. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que les projets, l'utopisme dont a fait Jacob Zuma, est-ce qu'aujourd'hui en Afrique du Sud, il n'y a plus de bidonville, il n'y a plus de ghetto? Mais pourtant, l'idéologie du parti, de l'ANC, c'était quoi? C'était de finir non seulement avec l'apartheid, mais aujourd'hui, l'autre chose, de réformer la nation pour qu'il n'y ait plus de bidonville, pour qu'il y ait une nation prospère. Mais aujourd'hui, vous allez en Afrique du Sud, c'est que si vous ne faites pas attention à vous, l'insécurité, elle est grandissante. Vous avez déjà fait un tour aux États-Unis? L'insécurité, la pauvreté, il y en a également. Pourtant, les États-Unis, leur indépendance date de très longtemps, de bien avant l'Afrique du Sud. Il ne faut pas oublier que c'est quand même une nation, même si on l'a dit arc-en-ciel, c'est une nation qui est jeune et qui a donc besoin de se construire, dans laquelle on doit se pardonner des fautes qui ont été commises. Ça a été toujours mon problème avec l'Afrique. Chaque fois que nos dirigeants font des bévues, font de... non, justement. On se compare, on doit pouvoir se comparer à celui qui est devant nous et non à celui qui est en arrière. Mais sans faire d'autoflagellation, parce que quand vous prenez la situation en France, par exemple, pour prendre un exemple qui parle à nos frères francophones, quand vous prenez la situation en France, malgré la Révolution française de 1789, elle date, cette révolution, malgré cette révolution, on a encore des bidonvilles, on a encore des dirigeants. Les Balkany sont en train d'être jugés, pas parce qu'ils ont été très sympas avec les comptes publics, ils ont été mauvais dans la gestion. Ils ont même détourné de l'argent. Ce que je défends justement, c'est qu'aujourd'hui, on ne pourra pas me prouver que c'est strictement africain ou sud-africain. Non, mais nous analysons le cas sud-africain. Donc, je conçois très mal qu'on me dise que les dirigeants sud-africains ont pu quand même mettre en place une politique pouvant donner la lutte positive à cette nation. Citez-moi 3 dirigeants sudafricains qui sont accusés de corruption au sein de l'ANC. 3. Pas 5, 3. Non, mais en dehors de... Il n'y en a qu'un seul. Non, mais écoutez, dans le temps, on a accusé Jacob Zuma, on a accusé sa femme, on a accusé de ses ministres. Et puis bon, c'est vrai qu'on a tenté, vaille que vaille, de justifier ça. Mais avec le temps, les affaires ont été étouffées. Vous n'allez pas me dire que c'est seul... Écoutez, vous n'allez quand même pas me dire que c'est seul Jacob Zuma qui a été accusé, qui est corrompu en Afrique du Sud. C'est sous sa présidence que les affaires de corruption ont pris de l'ampleur. Et justement, parce qu'elles ont pris de l'ampleur, l'ANC a décidé de l'exclure, de le démettre. Pour revenir dans la logique du débat, moi je pense qu'aujourd'hui la population espérait mieux de ce gouvernement, de ce parti, de ce sérail politique qu'est l'ANC, mais arrivé à un moment, ils ont été confrontés à de l'utopisme et étant habitués, tout à l'heure dans le reportage, on dit Cyril Ramaphosa promet et la création d'emplois, amélioration de conditions de vie de la population et puis l'inégalité sociale. Ce n'est pas toujours ce qu'on nous a toujours chanté en Afrique. C'est ce que promettent les dirigeants politiques. C'est-à-dire la politique, c'est l'art de promettre, parfois de réaliser ces promesses. Et donc vous soutenez ça? Il n'est pas question pour moi de soutenir. Je ne suis pas là pour soutenir, je suis là pour analyser une situation. Et l'analyse que j'en ai, c'est qu'en Afrique du Sud également, il arrive que les politiciens ne tiennent pas à leurs promesses. Mais là, rien de nouveau sous le soleil. Alors, on va peut-être avancer un tout petit peu dans le débat. Luc Mahu, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que le grand vainqueur, finalement, de ces élections n'est pas Julius Malema ? Julius Malema est en train de prendre de l'épaisseur politique depuis plusieurs années,
parce qu'il va sur des terrains qui sont des terrains qui parlent à tout le monde. Et encore une fois, non seulement c'est pas racialisé, mais ici, il y a des débats de fond sur lesquels l'Afrique du Sud a fait l'impasse pendant ces 25 premières années. Regardez par exemple le Zimbabwe avec la question de la réforme agraire. Cela a débouché sur un chaos total parce que certains pays africains ont cru que la réforme agraire allait se faire au détriment des Blancs qui étaient au Zimbabwe. Mais l'idée ici, ce n'est pas de dire qu'on enlève des droits à certains pour en accorder à d'autres, c'est qu'on rééquilibre les droits. S'il y a eu spoliation, il doit y avoir réparation. En justice, c'est comme ça. Vous commettez un crime, vous êtes jugé, et si vous êtes jugé coupable, vous devez payer pour cela et payer la réparation notamment. Et je crois que c'est sur ce terrain-là que le jeune Julius Malema est en train de conquérir ses compatriotes, à la fois au sein de la communauté noire et des militants traditionnels de l'ANC, mais également chez les Blancs, parce qu'il y a des pauvres également au sein de la population blanche qui continuent d'être en marge de la société sud-africaine, des Indiens qui sont en marge, et toutes ces personnes-là doivent quelque part profiter des fruits de la croissance de l'Afrique du Sud qui, pour l'instant, reste encore aux mains non seulement de la grande classe de l'ANC qui a bénéficié du Black Empowerment, mais des Blancs aussi qui avaient été confortés dans leurs biens à la suite de l'abolition de la politique. Alors, là, je suis confortable qu'il me rejoigne dans ma logique sans pour autant comprendre qu'il m'a rejoint parce que vous venez de montrer clairement que le parti hégémonique n'a pu convaincre la population et c'est ça qui a fait que même des barons de ce parti ont claqué la porte. Aujourd'hui, le parti, vous allez voir les années à venir que son parti va prendre de l'ampleur. Il est en train de se redorer d'un blason qui va lui permettre de prendre, de piocher, de faire la peau à l'ANC les années à venir. Alors peut-être attention, puisqu'on l'a vu ces derniers mois, depuis l'arrivée au pouvoir du président Cyril Ramaphosa, il a tenté d'aller un petit peu vers le terrain de la gauche radicale avec la réforme agraire, le salaire minimum. Donc, il y a quand même quelque chose. Peut-être que c'est l'un des axes qui a fait qu'il n'y a pas eu un échec total aux élections législatives. L'ultralibéralisme a fait des dégâts, pas seulement dans les pays les plus pauvres, mais même dans des pays des BRICS comme l'Afrique du Sud, qui aujourd'hui payent le prix fort de cette politique qui fait la part belle à ceux qui ont déjà suffisamment et qui continuent d'être enrichis sur la misère des autres. Et c'est pourquoi aussi, peut-être, les Sud-Africains se montrent aussi xénophobes qu'ils le sont en oubliant le passé de leur lutte, qui a été quand même un passé de lutte où la solidarité africaine a fonctionné à plein régime. D'abord les pays de la ligne de front, que ce soit l'Angola ou le Zimbabwe, voire des pays africains qui interdisaient à leurs ressortissants de faire affaire avec l'Afrique du Sud. Il y a eu une vraie solidarité agissante des pays africains en direction de l'Afrique du Sud. Mais du fait de la raréfication des ressources, l'Afrique du Sud aussi se referme un peu sur elle-même et au sein du pays, ce sont de véritables ghettos qui se sont développés. Mais ce n'est pas en 25 ans qu'on répare cela, malheureusement. Ça prendra du temps. Mais en 25 ans aussi, on a régressé. On n'a pas forcément évolué. Merci beaucoup à tous les deux pour ce décryptage de ces élections générales avec ces premiers résultats des élections législatives. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom et on va évoquer l'actualité au Bénin. À tout de suite.